Donc aujourd'hui, je vais recevoir monsieur Yves, qui va rester discret, donc on verra pas son visage. En fait, j'ai rencontré cet homme que je connaissais déjà dans une manifestation et on s'est mis à parler de l'UPR et tout à coup, voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir une autre version que celle qu'on a trop souvent, à savoir la version de la défense de monsieur Asselineau, qui d'ailleurs sait très bien se défendre lui-même. Alors voilà, je vais donner la parole à Yves pour qu'il puisse nous donner une version de l'affaire Asselineau. Bonjour Yves, Bonjour. merci d'être là, c'est vraiment très gentil. Alors est-ce que vous Oh, pouvez... Si, c'est important de se mouiller quand même. Voilà, il s'est passé des choses graves, donc je suis curieux d'entendre ce que vous allez nous dire. Et avant tout, peut-être une présentation de vous et de vos activités à l'UPR. oui, d'accord. Eh bien, d'abord, personnellement, c'est toujours bon de savoir qui parle. Je suis retraité après toute une carrière dans la recherche en physique et disons que ma formation personnelle, au sens général et pas seulement professionnelle, m'avait amené très très tôt à m'intéresser aux problèmes politiques, sociaux, géopolitiques. Et je savais depuis le début, que, depuis la fin des années 50, puisque je suis assez vieux pour ça, et que l'entrée dans le marché commun transformé après Maastricht en Union européenne était un piège mortifère pour la France et on en avait, dès la fin des années 50, hein, après la signature du traité de Rome, on en avait des preuves qui sont arrivées progressivement. Et donc, lorsque la retraite m'a permis de disposer de plus de temps et que j'ai pu, en cherchant en particulier sur Internet des perspectives politiques, dès que j'ai eu connaissance de l'activité de l'existence et de l'activité de l'UPR et de son président, M. Asselineau, j'ai cherché à savoir si c'était quelque chose de sérieux. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très sérieux et j'ai adhéré pratiquement immédiatement au moment des élections présidentielles de 2012 auquel Asselineau avait essayé de participer, son succès, le parti n'étant pas encore assez développé à l'époque. Donc, je ne suis qu'un militant de base vraiment sans aucune responsabilité ni aucune participation particulière à l'UPR. J'ai par contre été militant au sens propre, aussi bien pour les élections de 2014 que de 2017 que de 2019 encore. J'ai abondamment pratiqué les activités des militants de base, c'est-à-dire distribution de tracts, explication, collage d'affiches, voilà. Et puis simplement, ma formation professionnelle m'a conduit à obtenir des contacts avec un des plus connus responsables de l'UPR, M. Brousseau, qui est aujourd'hui décédé. Et lorsque la crise a éclaté, compte tenu de nos contacts, disons, professionnels et pas du tout politiques, ou quasi professionnels et pas du tout politiques, je me suis permis de l'appeler pour avoir son éclairage sur l'affaire. Ok. Voilà. C'est ce qui m'a permis d'avoir une vue un petit peu interne sur à la fois la chronologie de l'affaire et les motivations, si l'on peut dire, des gens qui y ont participé. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, quand je vous ai proposé de faire une intervention? Bah, évidemment que dans mon esprit, et compte tenu de ce que je viens de vous dire, je suis convaincu que
l'UPR et son président sont le seul groupe à la fois sincère et possédant la compétence nécessaire pour au moins envisager sérieusement de mettre en place une sortie de la France de ce piège mortifère donc, qui est l'Union européenne. Et donc, je m'attendais évidemment à ce que cette position unique de l'UPR et de son président soit dans le contexte actuel que l'on connaît. C'est pas la peine de rappeler l'affaire Fillon qui, pour le coup, traduit la dégénérescence de la vie politique en France, même si la pratique d'embaucher sa femme comme assistante parlementaire est à la marge de la légalité, au moins de la morale, disons. Et bien qu'elle soit pratiquée par de très, très, très nombreux députés ou sénateurs, ça n'était pas une raison pour qu'ils le fassent, mais en tout cas, c'était encore moins une raison pour que la Macronie mette l'ensemble de l'appareil de l'État au service de la destruction du principal postulant à la position présidentielle. Donc, étant bien conscient de ça, vous verrez que, si nous allons jusque-là, vous verrez que je suis convaincu que l'affaire qui est tombée sur l'UPR et sur son président sont une tentative de détruire le plus solide et le plus honnête des opposants, de la même façon que l'affaire Fillon a été le moyen d'éliminer le candidat qui probablement aurait eu la première place. Voilà. Ok. Est-ce que vous pouvez nous faire... Ah, il y a de l'écho tout à coup. Vous avez peut-être monté le son, non, de votre ordi? Je ne pense pas, mais je vérifie. 1, 2, 3. Ah, ça y est, c'est parti. Parfait. Non, oui. Le micro n'a pas bougé, semble-t-il. Non, c'est le mystère. C'est peut-être moi qui me suis déplacé devant le micro, ça change peut-être les... Non, ça va, en fait. C'est quand je parle, normalement, votre micro prend. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un casque, mais c'est pas grave, ça fonctionne à nouveau. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vue de l'affaire, une chronologie de l'affaire vue de l'extérieur et vue de l'intérieur, en commençant par l'extérieur? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour nous rappeler tout ça? Oui, d'accord. Oui, c'est extrêmement important, la chronologie, justement, parce que ça met bien en évidence que l'affaire n'est pas arrivée à n'importe quel moment. Bien, donc, si on reprend le 31 janvier 2020, l'UPR organise la fête du Brexit à Paris, dans ses locaux, en fait, en face, juste de l'autre côté de la rue. Et pour cette fête, il invite tous les souverainistes. Alors, j'utilise le terme, même si Asselineau dit toujours qu'il ne l'aime pas parce qu'il n'est pas très pertinent. Donc, Asselineau invite à cette fête tous les souverainistes, qu'ils soient ou non sincères, et il y en a beaucoup qui sont présents. Et ça va sur tout l'arc politique français. Il y avait Kuzmanovic, qui a été porte-parole de Mélenchon et qui a maintenant fondé son parti, dont je ne connais pas bien je ne me souviens pas de son nom. Dupont-Aignan, Philippot, Jean-Frédéric Poisson, Jacques Cheminade. Il y avait même un représentant du comte de Paris et puis un certain nombre d'individus de la vie civile, disons, comme Lévy, le rédacteur en chef de Rupture, ou Pasco, le publiciste bien connu. Et c'était une opération remarquable parce que pour la première fois, Asselineau amenait à lui tous les souverainistes connus et il les amenait dans des conditions telles qu'ils étaient coincés par la clarté de la position de l'UPR. Il n'y a pas besoin de souligner combien
les positions de quelqu'un comme Dupont-Aignan, par exemple, ont fluctué à travers tout l'arc politique depuis 20 ans, 25 ans, depuis qu'il est en politique, et dire que ce n'est pas un souverainiste très conséquent n'est pas une découverte extraordinaire. Donc là, la force de cette réunion, c'est que tous les présents étaient mis au pied du mur et que le parti prônant la sortie de l'Union européenne le plus puissant par son nombre d'adhérents et par la permanence de ses idées et de ses propositions apparaissait comme le rassembleur. C'était vraiment une opération, je pense, extrêmement réussie. Le 18 mars de la même année, dans le contexte de la pandémie bien connue, le confinement est décidé par le gouvernement. C'est évidemment la fin de toute activité politique sérieuse, puisqu'il n'est plus possible de tenir la moindre réunion où on peut discuter entre gens sérieux de choses sérieuses. Dans la semaine du 13 au 17 avril, a lieu une activité intense d'un certain nombre de membres du Bureau national et d'adhérents ou même pas forcément adhérents de l'UPR, mais d'anciens adhérents, pour organiser une opération destinée à exiger d'Asselineau qu'il démissionne. La discussion de cette opération dure toute la semaine et aboutit le 17 dans la journée à une version d'un courrier qui doit être envoyé à Asselineau et qui exigeait sa démission. Donc, alors, il semble, d'après ce que m'a dit Brousseau et un autre membre du Bureau national avec lequel j'étais en contact épisodique depuis assez longtemps, il semble que les raisons mises en avant pour exiger la démission d'Asselineau soient 3 courriers dont on ne sait pas, enfin en tout cas pas moi et pas mes interlocuteurs quand ils sont apparus, et courriers qui sont censés apporter des éléments probants contre Asselineau. Nous reviendrons, pourrons revenir si vous le voulez là-dessus après. Courrier que les organisateurs de cette opération, je les appellerai désormais comme ça, ont commencé à faire circuler à la fois en interne à l'UPR et dans la presse, ce qui en dit long sur la sincérité de leur motivation. En fait, et j'y viens tout de suite, il ne semble pas que les membres non organisateurs, non complotistes du Bureau national de l'UPR aient eu connaissance réellement de ces courriers. En effet... Par la suite, ils l'ont appris par la suite. Voilà. Dans la nuit du 17 au 18, c'est-à-dire du vendredi au samedi, je crois, les organisateurs de l'opération provoquent une réunion. Alors, je ne suis pas technicien et c'est une réunion Discord. J'imagine que peut-être, Jean-Christophe, vous pouvez dire ce que c'est. Ça doit être un logiciel de conversation en commun. Oui, c'est un peu ce qu'on fait là, sauf que c'est comme Zoom. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, la nuit du 17 au 18, convocation par les organisateurs de l'ensemble du Bureau national, enfin tous ceux qui ont pu être contactés et qui ont accepté de venir. Il y a eu une discussion qui a duré pratiquement toute la nuit pour essayer, d'après ce que me dit le membre du bureau dont je parlais, qui est mon deuxième informateur, pour tenter, je cite ses paroles, de dégager une rédaction plus acceptable à ce courrier. Voilà. Alors, pour bien juger
de la quantité d'informations que détenaient les membres non organisateurs de cette opération, la juriste de l'UPR, l'UPR appuyait ses dires sur un juriste compétent, en particulier c'est cette dame qui dirigeait les actions en justice en diffamation contre Asselineau. La juriste donc, à ce moment-là, a dit à ma source qu'elle avait l'impression qu'il s'agissait d'une histoire d'emploi fictif ou d'abus de biens sociaux, quelque chose comme ça, mais qu'une juriste ait cette impression signale bien qu'elle n'était pas au courant réellement de ce qui avait été mis en circulation et du contenu réel de l'affaire. Elle ne connaissait que des oui-dire. D'accord. Par la suite, elle a déclaré le 20, donc le lundi, à ma source au sein du Bureau national, et je cite, « Le dossier est vide et ça ne tient absolument pas la route de quelque manière que ce soit. » Voilà. Alors, le courrier en question, rédigé dans la nuit du 17 au 18 dans ces conditions, a été expédié à Asselineau le 18 à 16h56. Oui, je suis précis. Ah ouais, dis donc. Oui, c'est bien. Bah oui, parce qu'après coup, j'ai demandé à avoir le maximum d'informations pour essayer de ne pas dire de bêtises. Bon. Asselineau répond le jour même, donc le 18, en proposant une réunion, donc je suppose à nouveau une réunion de type par Internet, au Bureau national, pour discuter du problème. Les organisateurs de l'opération ne répondent pas. Dès le 19, la presse est informée, comme vous le savez, et en fait c'est chou gras, on en a entendu partout sur toutes les chaînes et sous toutes les formes de médias. Là, on a entendu parler d'Asselineau, du coup. Voilà, absolument. Pour la première fois depuis les élections présidentielles de 2017, on citait Asselineau, et pour tartiner à tour de bras des choses que sur le coup, personne ne connaissait réellement, en fait. Le 19, à 16h45, les organisateurs bloquent le serveur informatique de l'UPR. Asselineau n'y a plus accès. Et pour ce faire, il s'appuie sur le seul membre de l'administration de l'UPR qui soutenait les organisateurs de l'opération. Asselineau réussira par la suite, avec l'aide des autres membres de l'administration, à reprendre la main. Mais là, le 19, les organisateurs s'emparent du serveur informatique. Notez bien, j'ai retrouvé ça après coup, que le 20, Dupont-Aignan et Philippot échangent dans un truc qui est passé sur YouTube et dont je peux vous donner les références, sur les nouvelles perspectives ouvertes. Voilà, je vous laisse réfléchir à ce que ça signifie. Le 21, les organisateurs émettent un communiqué sur leur version de l'affaire, évidemment, à tous les adhérents de l'UPR, en utilisant le fichier de l'UPR, ce qui est une faute grave, un fichier sur lequel ils avaient mis la main, évidemment, en mettant la main sur le serveur informatique de l'UPR. Et c'est là qu'il s'intitule « Bureau national majoritaire ». C'est le sigle BNM qu'ils font circuler. Et ils convoquent Asselineau à un contre-bureau national. Le 23, la délégation de la Gironde, et nous y reviendrons si nous avons le temps, émet un courrier de soutien à ce bureau national majoritaire.
comme je le disais à l'instant, dans les semaines qui suivent, Asselineau reprendra la main puisque, sur le serveur informatique, puisque, à l'exception d'un individu que je ne connais pas, hein, ça m'a juste été confirmé qu'il était seul, Asselineau reprend la main donc sur le serveur informatique et il va organiser, puisqu'il devait y avoir en 2020 une élection d'un nouveau bureau national, c'est statutaire, tous les 3 ans, et le précédent avait été élu en 2017. Asselineau organise l'élection d'un nouveau bureau et cette élection aura lieu, comme vous le savez sans doute, si vous vous intéressez à l'UPR de près, entre le 8 et le 10 juillet, à nouveau par Internet. Il semble bien, ça aurait été possible pour eux, que les organisateurs n'aient même pas cherché à proposer une liste concurrente, comme ça devrait être la règle quand il y a un conflit au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit politique ou pas, n'ont pas cherché donc à proposer une liste concurrente de celle proposée par Asselineau. Et donc, à l'heure actuelle, l'UPR est dirigée par un nouveau bureau national qui a donc été élu au mois de juillet pour 3 ans. Voilà. Ça, c'est l'histoire, si l'on peut dire, quasiment chronologique des interventions. De l'extérieur. Et maintenant de l'intérieur alors, l'intérieur du bureau national, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour les non-organisateurs, c'est clair qu'ils n'ont été mis au courant qu'à la dernière minute, juste avant la séance de discussion nocturne du 17, de l'opération de renvoi d'Asselineau, si l'on peut dire. Il est clair qu'il avait dû y avoir depuis un certain temps des tensions dont même les non-organisateurs devaient être conscients, je pense. Enfin, ça me paraît logique, hein, c'est comme ça que je le vois. Comme le montre la réaction de la juriste, il est tout à fait clair que les non-organisateurs ne sont pas en possession d'éléments un tant soit peu sérieux lors de cette nuit de discussion où les organisateurs essayent d'emporter l'avis des autres membres du Bureau national pour exiger qu'Asselineau s'en aille. Hein, ça, c'est clair. Elle commence par dire ouais, c'est peut-être une histoire d'abus de biens sociaux. Et puis, quand elle est mise réellement en présence des courriers, ce qu'elle dit, mais ça ne tient pas la route, c'est vide, c'est creux, ça, on ne peut rien baser là-dessus. Voilà. Et j'en dirai un petit peu plus après sur ce que j'ai pu recueillir par la suite. Ensuite, il y a eu une véritable pression sur les membres du Bureau national non organisateurs, d'après ce que m'ont dit aussi bien Brousseau que mon autre informateur. La discussion a été extrêmement dure et si j'en crois ce que me disait l'autre informateur, la nature du courrier envoyé à Asselineau est, pour toute personne intelligente, totalement inacceptable dans les termes et dans la formulation quand on s'adresse au président fondateur d'un parti. C'est bon. Par ailleurs, les membres qui n'acceptaient pas cette procédure, soit dans la forme, soit dans le fond, ont été immédiatement exclus du circuit de courriers et d'actions faites par les membres organisateurs, et c'était évidemment très embêtant puisque au moins dans les
premier jour ou première semaine, je ne sais pas, les organisateurs avaient la main sur le service informatique de l'UPR. Donc les gens pas d'accord étaient coupés des informations C'est un putsch, quoi. essentielles. C'est un putsch. Alors, ça me paraît, oui, bien sûr, c'est un putsch et ça a été préparé comme un putsch. Enfin, c'est comme ça que Mhm. j'interprète les informations qui m'ont été données. À l'évidence, pour moi aussi, l'affaire avait été préparée depuis longtemps. Un truc comme ça se monte pas en 5 minutes. En particulier, les fuites vers la presse, c'est pas, elles sont pas venues toutes seules. Que Dupont-Aignan et Philippot puissent discuter des nouvelles perspectives le lendemain de la chose, c'est pareil, c'est révélateur. Mhm. Bon, en plus, ce que j'ai appris après, c'est que la cheville ouvrière de l'affaire, parce qu'il y avait une cheville ouvrière qui est un ancien membre du Bureau national, je ne sais pas si je peux dire son nom, qu'en pensez-vous? Comme vous voulez, comme vous voulez. Je Bon, sais je pas tiens si. le nom à disposition de toute personne qui pourrait être intéressée. Voilà. Donc, la cheville ouvrière de l'affaire, qui a été le signataire, et ça c'est officiel, donc le signataire et l'expéditeur du courrier du 18 à Asselineau, faisait depuis des mois de fortes pressions sur le ou les, je laisse le pluriel en suspens, je ne sais pas, plaignants potentiels qui attaqueraient et qui, pour au moins un, ont fini par attaquer Asselineau, par porter plainte. Et donc, l'organisateur, la cheville ouvrière, faisait pression pour eux pour qu'ils portent plainte. Ils Mhm. ne voulaient pas porter plainte et il semble bien que l'un d'entre eux ait refusé obstinément, peut-être pour les raisons que donne la juriste, hein, ça n'a aucun sens. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est absolument clair que les membres du Bureau national qui refusent de signer, qui refusent d'éjecter Asselineau, ont été attaqués en continu par Internet, par comment, les attaques classiques, je ne sais pas comment on appelle ça, des trolls, enfin bon, vous connaissez sans doute Mhm. le vocabulaire mieux que moi. Voilà. La relation téléphonique que vous avez eue avec Brousseau, c'était à quelle période? Vous pouvez nous en parler? Alors, j'ai beaucoup hésité à l'appeler parce que, comme je vous disais, euh, le, mes contacts avec Brousseau, ils étaient professionnels. On parlait de physique, de mathématiques appliquées. J'avais rencontré Brousseau quand il est venu faire une conférence à La Rochelle J'y étais. au Mhm. moment des élections de 2017, dans la préparation des élections de 2017, et on avait beaucoup discuté de physique et de mathématiques appliquées, que c'était pas. Enfin bon, donc là, j'ai un peu hésité et je l'ai appelé le samedi suivant. On a discuté pendant plus d'une heure. Brousseau faisait partie, alors je dirais pas des organisateurs, mais des gens qui souhaitaient se débarrasser d'Asselineau, visiblement. Donc, en synthétisant la discussion, moi j'en ai retenu les points suivants. Dans la nuit du 17 au 18, cette nuit de discussion affolante et qui partait dans tous les sens, effectivement, il n'avait aucun élément solide factuel. C'était uniquement des racontards, des pressions, on agitait des courriers d'Asselineau, qui que quoi dont où, mais dont la plupart des membres n'avaient pas connaissance. Hein. Mhm. Et
visiblement, Brousseau lui-même semblait croire à une opération euh, de type à but bien sociaux, si vous voulez. Un petit peu le genre de choses qui étaient reprochées à tort, parce que ça n'est pas le cas, c'est pas strictement interdit, mais un peu du style de ce qui a été reproché à Fillon. Puisqu'il D'accord. s'agit d'utiliser de l'argent. Alors pour Fillon, c'était de l'argent des contribuables, et pour Asselineau, ça aurait été de l'argent des cotisations, j'imagine, des adhérents, puisqu'il n'y a pas d'autre source de finances à l'UPR que les cotisations et les dons des adhérents. Le deuxième élément qui m'a semblé extrêmement pertinent dans ce que me disait Brousseau, c'est que dans cette réunion, faute d'informations vraiment solides et faute de possibilités réelles de discuter à tête reposée, parce que vraiment faire un truc par Internet, une conférence par Internet, c'est vrai, ça m'est arrivé de le faire, c'est insupportable. Les participants à la réunion se sont montés la tête les uns des autres, faute d'avoir des choses solides à discuter. Ils se sont montés la tête. Et Brousseau semblait croire, quand je l'ai appelé, que vraiment il y avait, voilà, il y avait matière à faire. Mhm. Alors, visiblement non plus, aucun de ces gens, pour ceux qui étaient sincères, ne semblait avoir réfléchi que c'était au début de 2020, qu'il restait plus de 2 ans avant les élections de 2022, et que le confinement n'allait quand même pas durer 10 ans, même si aujourd'hui on peut se poser des questions, mais ça c'est un autre problème. Oui, oui. Il y avait largement le temps de se rencontrer en face à face et de discuter le plus sagement ou le plus intelligemment possible avec Asselineau. Non, il fallait sur le coup, tout de suite, comme s'ils avaient eu la frousse de discuter avec Asselineau, ou la frousse de s'apercevoir que leur position était totalement stupide. Bon. Peut-être une certaine gêne aussi. Mhm. Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. Asselineau, c'est pas un gamin, c'est pas un imbécile. Si on veut lutter avec lui, il faut avoir des billes et savoir faire. Ça, je n'en doute pas. Et puis enfin, tout aussi clairement, il y avait des histoires de fond sur lesquelles il faudra revenir. Je vous donnerai ma perception là-dessus si on a encore un peu de temps, mais la fronde couvait depuis longtemps pour certaines personnes. Beaucoup auraient voulu, ça m'a été confirmé par Brousseau avec une phrase que je vais vous dire, mais il voulait remplacer Asselineau par Gallois. Charles-Henri Gallois, ok. Voilà, Mhm. comme candidat en 2022. Alors, non seulement ils auraient peut-être pu le faire en discutant avec Asselineau calmement, mais dans ces conditions, c'était évidemment du délire. Alors, j'ai quand même fait remarquer à Brousseau, puisque on avait quand même la possibilité de discuter tous les deux de façon un peu quand même Apaisé. détendue, un peu solide. Je lui ai dit, mais enfin, il ne faut pas rigoler, vous comparez Gallois et Asselineau. Et là, il m'a dit, oh, vous savez, il s'est beaucoup amélioré. Lunaire. D'accord. Lunaire. Mhm. Voilà. Donc, en gros, cette longue conversation avec Brousseau a confirmé l'essentiel de ce que je comprenais de la chronologie. Des gens Ok. ont discuté de façon stupide, dans des conditions invraisemblables, poussés par des organisateurs malhonnêtes, sur une voie qui ne pouvait que provoquer un clash totalement catastrophiste et délétère, et qui ne pouvait aboutir à rien d'autre qu'à une catastrophe. Voilà. D'accord. Bon, on pense tous quand même que c'est pas un hasard. Et votre perception à vous de l'affaire, alors, après tout Alors, ça?
après tous ces Disons que sur événements? le fait personnel, je rappellerai qu'Asselineau a fait une intervention sur UPR TV. À nouveau, je peux vous donner Oui, j'ai mis le la lien. référence. J'ai mis le lien de cette Ah, intervention. d'accord, Voilà. très bien, très bien. Bon, c'est une affaire privée qui, au dire même, encore une fois, de la juriste, en dehors de la manipulation politique, ne donne absolument aucune ouverture vers une plainte en justice. Ça ne tient pas debout. Voilà. Donc, je vous renvoie, si vous voulez savoir de quoi il retourne du point de vue des personnes, je vous renvoie à l'intervention d'Asselineau. Techniquement, si l'on peut dire, les faits établis que j'ai vérifiés en demandant donc à mon membre informateur du Bureau national qui a fini par avoir les fameux 3 courriers d'Asselineau et qui évidemment a contrôlé auprès du personnel administratif de l'UPR, euh, pas l'organisateur, hein, bien sûr, mais ceux qui sont restés auprès d'Asselineau. Techniquement, les faits établis sont très simples. Le plaignant était un employé de l'UPR, chauffeur d'Asselineau. Vous savez qu'Asselineau passe une partie de sa vie sur les routes à aller de conférence en conférence, de rencontre de maires pour essayer d'obtenir des parrainages en rencontre de maires. Il traverse la France dans tous les sens à longueur d'année et il a évidemment besoin d'un chauffeur qui le véhicule d'un point à l'autre parce que, comme vous le savez sans doute, si vous avez assisté à une ou plusieurs de ces conférences, ça se termine le plus souvent à 2, 3, 4, voire 5 heures du matin. Oui, oui, oui. Or, ce monsieur, en tant que chauffeur, ne donnait pas du tout satisfaction, et en particulier, l'un des courriers en question, l'un des 3 courriers, c'était alors un SMS, je pense, ou quelque chose comme ça, je n'ai pas eu la chose en main, d'Asselineau qui protestait plus que vigoureusement parce qu'à la sortie d'une conférence à 2, 3, 4, 5 heures du matin, j'en sais rien, le monsieur en question était parti se coucher et Asselineau n'a pas pu rentrer en voiture à son hôtel. Voilà. Voilà le genre de raison. Alors, il faut préciser que l'UPR est très pauvre, qu'elle utilise énormément les emplois aidés pour des gens qui sont chômeurs depuis longtemps. Enfin bon, vous connaissez cette formule. Ce sont des contrats renouvelables tous les ans. Et donc, ce monsieur était en fin de contrat et compte tenu de son manque de sérieux, son contrat n'était pas renouvelé. Voilà techniquement la question. Alors, pour moi, clairement, compte tenu à la fois de la chronologie globale, de la façon dont s'est déroulée cette nuit hallucinante et des pressions qui étaient exercées depuis des mois sur le plaignant, entre guillemets, je pense qu'il s'agit d'une opération qu'on peut qualifier de barbouzerie, un peu à la façon exercée, des manières exercées contre Fillon, bien qu'il n'y ait pour le coup absolument aucun support passible de la loi derrière. En particulier, il faut insister sur le fait que l'UPR et Asselineau sont bien les seuls dans le paysage politique français à être capables de mettre en avant une sortie de la France de l'Union européenne de façon crédible pour une raison évidente et que montrait la réunion du 31 janvier, c'est que l'UPR, c'est un parti rassembleur qui n'a aucun parfum d'extrême droite, comme Philippot, ou
même simplement de droite louvoyante comme Dupont-Aignan, et pas non plus d'exclusif de gauche comme Kuzmanović. Je peux rappeler que Kuzmanović a été soumis à une vigoureuse fronde interne quand une partie des membres de son parti politique l'ont pris à partie quand ils ont su qu'il était allé à la réunion d'Asselineau. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez que l'UPR avait une position exceptionnelle à la suite de cette réunion et du 31 janvier, la fête du Brexit, comme l'avait appelé l'Asselineau. En plus, on peut même ajouter que la présence d'un représentant du comte de Paris, du prétendant au trône de France, le soir de la réunion, en dit long sur l'éventail de gens que Asselineau était capable de rassembler éventuellement à l'occasion d'élections présidentielles s'il réussit à se présenter à nouveau. Donc, pour moi, rien que ça, rien que la survenue de cette affaire après la réunion du 31 janvier, c'est déjà quelque chose qui... Bon, c'est du Fillon au carré, quoi. Voilà. En plus, il faut bien voir qu'avec la mise en place du confinement, aucune solution ne pouvait être trouvée. Si jamais il y avait eu quelque chose de fondé, s'il avait fallu faire un constat, je ne sais pas, même à la limite, on pourrait dire, pour des raisons de faciès, pour des raisons d'âge, les jeunes ne voudront jamais voter pour Asselineau. Pourquoi pas? On peut fantasmer des choses comme ça et s'imaginer qu'il y avait là un problème réel. Mais il ne faut pas discuter de ça en période de confinement et par Internet, c'est pas possible. Donc, le fait que cette réunion, disons, que l'affaire soit lancée là peu de temps après la mise en confinement, c'est à nouveau un signal chronologique qui, pour moi, fait sens. De même, l'intervention immédiate de la presse. Ils étaient tous au courant déjà et ils attendaient dans les starting blocks de pouvoir annoncer que le Bureau national avait décidé qu'Asselineau était un criminel. Ça, c'est une évidence. Alors, on peut aussi voir la façon, si vos auditeurs ont déjà entendu des commentaires de ce type, moi j'en ai entendu personnellement un venant de France Inter, l'usage qui en est fait est absolument délirant quand on connaît la réalité. Le journaliste de France Inter qui signalait les candidats déclarés au présidentiel a dit une seule chose: Asselineau, l'homme mis en examen pour agression sexuelle. C'est incroyable. C'est faux. C'est vide complètement. Et les autorités judiciaires, si on tentait qu'on puisse appeler ça des autorités, font traîner l'affaire pour que les journalistes puissent parler d'Asselineau, le délinquant sexuel, au lieu de lui poser ces questions de fond. Poser des questions sur son programme, ses perspectives, la justification, leur justification, et ainsi de suite. Exactement comme en 2017, c'était vous le complotiste qui détestait les Américains. Voilà. Il n'y avait pas moyen de sortir autre chose. Alors, sur l'aspect délinquant sexuel, je vous renvoie à ce que Asselineau a déclaré, c'est d'un ridicule faramineux,
Et à nouveau, c'est confirmé par l'opinion de la juriste qui dit que c'est totalement ridicule et que ça ne pourrait même pas servir à comment ça s'appelle enfin, le non-lieu aurait dû être signalé instantanément, quoi. Voilà. Alors, ce qui me paraît, moi, le plus important, globalement, c'est deux choses. D'une part, sur le plan sociologique, vis-à-vis de l'état d'esprit de la population française, malheureusement, la position des organisateurs est peut-être majoritaire dans le pays. Je vous disais tout à l'heure qu'il était possible de penser qu'Asselineau n'avait aucune chance parce qu'il a 62 ans, je crois, ou je ne sais pas, enfin, il a une soixantaine un tout petit peu avancée, et qu'aucune personne de moins de 40 ans en France aujourd'hui ne voterait pour quelqu'un de 62 ans. Pensez à l'élection de Macron, ça crève les yeux, hein, le gendre idéal, mais aussi dans tout le reste de la sphère occidentale, ou de l'hémisphère plutôt occidental, Kurz en Autriche, Trudeau au Canada, les peuples veulent des mannequins de la Samaritaine en guise de président. Et ça se comprend, puisqu'ils n'ont plus aucun pouvoir. C'est l'État profond d'origine américaine qui dirige partout. Et en Europe, c'est la Commission européenne qui est elle-même une émanation de l'État profond plutocratique. Hein. De la même façon que des adhérents de l'UPR qui sont censés avoir réfléchi par eux-mêmes, comme moi depuis plus de 50 ans, ou en écoutant Asselineau, ne soient pas capables de se dire que si Asselineau n'a pas accès aux médias, c'est précisément parce qu'il est celui qui est dangereux, compétent, capable de mener à bien l'opération, et que tous ceux qui ont un accueil à bras ouverts dans les médias, c'est précisément soit parce qu'ils sont sincères mais incapables, soit parce qu'ils ne sont pas sincères du tout et qu'ils sont vendus. Je vous laisse réfléchir à qui peut... Et qui ne sont surtout pas dangereux pour le système, quoi. Absolument. Soit parce qu'ils sont incompétents, soit parce que ils sont achetés. C'est une évidence, quoi. Et que des adhérents de l'UPR sincères puissent ne pas réaliser que l'ensemble des médias en France est aux mains de 9 milliardaires auxquels il suffit de tourner un bouton pour que leurs médias, qu'ils soient radio, télévision, journal, avalent n'importe quel bobard et racontent n'importe quoi. Moi, je trouve ça désespérant sur le plan sociologique. Les Français en sont arrivés pour beaucoup à un point tel qu'ils ne sont plus capables de réfléchir aux évidences. Voilà. Et le deuxième élément qui me semble devoir être relevé dans cette opération, c'est qu'il y avait au moins un, mais bon, celui-là, j'en suis conscient et j'en ai eu quelques vues directes. Le développement de l'UPR a été extrêmement rapide avec les élections de 2017, à partir du moment où Asselineau a pu annoncer sa candidature, avoir effectivement le nombre convenable de parrainages. Il y a eu des jours, si les gens se souviennent, ont des mémoires, il y a eu des jours où il y avait 1000 adhérents dans la journée. C'est incroyable. Donc, à l'évidence, un tel vent d'adhésion
dans les conditions barbouziennes que l'on peut imaginer, allait amener des gens soit pas fiables, soit même carrément des membres des services secrets. Il faudrait être absolument naïf pour ne pas réfléchir à ça. Infiltration, Donc, oui, c'est tout à fait une par habitude. exemple, Mhm. la délégation de Gironde qui a, 2 jours après l'éclatement de l'affaire, envoyé une motion de soutien au, entre guillemets, Bureau national majoritaire, était en fait noyautée depuis le 2017 par des francs-maçons. Ah oui. Là, vous avez entendu parler d'une histoire de francs-maçons qui traîne sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années autour d'Asselineau et de Luper. Vous savez que les francs-maçons sont un espèce d'épouvantail dans une partie de la gauche de moins de 30 ans, je dirais. Mhm. Non, vous n'étiez pas au Si, courant qu'il y si, avait si, eu si. des... Oui, oui, oui. Mhm. Voilà. Donc, clairement, là, pour le coup, c'est pas du fantasme. Clairement, la délégation de Gironde avait été noyautée par des francs-maçons girondins qui s'étaient imaginé pouvoir peut-être arriver à la conquête du parti en s'infiltrant par un... Bon, enfin, en clair, une telle folie, furie d'adhésion aurait dû nécessiter une remise à plat, un ménage à coup sûr qu'il aurait fallu mener calmement. Ça n'a pas été possible. Moi, je ne suis pas dans les arcanes du parti, je ne suis qu'un adhérent vraiment de base. Peut-être qu'Asselineau a été beaucoup trop pris par les échéances électorales suivantes, avec les législatives et puis les tentatives d'organisation de ce très grand nombre de nouveaux adhérents. Bon, je ne sais pas, il aurait sans doute fallu le faire et le faire calmement à tête reposée. Mhm. C'était probablement nécessaire et là, ça s'est fait finalement dans des circonstances catastrophiques pour le parti et sans doute extrêmement dur pour Asselineau, mais c'est fait. Bon, je pense que le parti a déjà commencé à renaître, même s'il y a eu une perte assez forte d'adhérents, probablement de l'ordre de la dizaine de milliers. Les élections donc, qui ont eu lieu en juillet 2020 ont montré qu'il y avait quand même forte un fort maintien de la confiance à Asselineau chez la majorité des adhérents Une de base, l'UPR. une base solide. Mhm. Oui, oui, oui. Et actuellement, apparemment, d'après donc toujours le même informateur qui est resté au Bureau national, il y a à nouveau un certain courant d'adhésion qui probablement, comme en 2017, devrait se renforcer beaucoup si Asselineau annonce qu'il a les 500 parrainages. Ok. Donc malgré tout ce qui s'est passé, vous pensez qu'il est encore capable de se présenter et d'emmener des gens derrière lui? Ah, Asselineau est quelqu'un qui a un punch extraordinaire, vous le savez, vous l'avez vu se Mhm. battre et enfoncer des journalistes ignobles. Bon, ceci étant dit, moi je ne lis pas dans le mar de café, je Ouais, ouais. n'ai pas d'augure sous la main. Non, mais je Je veux dire, il crois continue, qu'Asselineau... quoi. Il continue, en Oui, fait. oui, ah oui, Ouais, ouais. oui, Et, visiblement, il continue, vous voyez. Je sais qu'actuellement, il y a une intense activité en direction des maires. mhm. Euh, je pense qu'Asselineau doit déjà avoir 500 promesses et qu'il estime probablement qu'il en faut au moins 40-50% de plus
compte tenu de tous les désistements de dernière minute. Ok, C'est un ok. peu ce que me disait il n'y a pas longtemps le chef de la délégation de Paris, là, M. Tervert, qui lui aussi participe à la quête des parrainages de façon très très active. Donc visiblement, oui, l'activité se déploie. Alors évidemment, il y a moins d'activité sur le site de l'UPR puisqu'Asselineau est toujours par Mons et par Vaux, mais vous pouvez voir par exemple qu'il a participé à la réunion organisée par Cheminade. Je ne sais pas Mhm, si vous avez vu mhm. sur le site de l'UPR, c'est UPR TV, c'est retransmis. Il y a eu une espèce d'engagement de souverainistes sincères de se rallier à la candidature de celui qui obtiendrait les 500 parrainages s'il n'y en avait qu'un seul qui obtenait les 500 parrainages en question. Et puis évidemment, chacun reste avec ses acquis, si l'on peut dire, si jamais il a, enfin plusieurs postulants ont le nombre de parrainages nécessaires. À cette réunion, donc organisée par Cheminade, il y avait Kuzmanovic et puis Asselineau, donc, et deux autres personnes que je ne connaissais pas et dont je ne connais pas les partis. Donc D'accord. oui, clairement, il y a encore des contacts entre ce que j'appellerais souverainistes sincères et qui pourraient éventuellement déboucher sur à nouveau une candidature sincère. D'accord. Donc ça veut dire que la stratégie de l'Union, en fait, des souverainistes est toujours en marche, quoi. Voilà. Ah ben, du Mhm, point de vue de l'UPR, c'est clair. Alors, si l'UPR n'a pas semblé aux yeux de certains avoir toujours une position rassembliste, disons, c'est pour une raison évidente que chacun réfléchisse. Est-ce que vous croyez qu'il était raisonnable de proposer une position commune avec Le Pen? mhm. Non. C'est évident que l'ex-Front National n'avait aucunement l'intention de soutenir réellement une sortie de l'Union européenne et de faire ce qu'il faut pour pouvoir la mettre en œuvre. On peut poser la même question vis-à-vis de Philippot, qui vient du Front National dans ces circonstances-là. Donc, et ne parlons pas de Dupont-Aignan, dont la trajectoire sinueuse est allée de l'UMP au Front National, aux guises des... Donc, je pense que si l'UPR n'a... Enfin, c'est mon opinion personnelle, et encore une fois, je ne suis absolument pas dans aucun poste de direction, d'influence à l'UPR. Hein. Si l'UPR n'a pas paru avoir une position fortement rassembliste depuis sa fondation en 2005, oui, Mhm. c'est tout simplement à cause de ces plus qu'ambiguïtés, disons, de tous les gens qui avaient l'air de faire des appels du pied aux souverainistes. C'est Ok. tout. Mhm. Et par contre, justement, la grande réussite d'Asselineau, ça a été la réunion du 31 janvier 2020, où il avait en quelque sorte forcé tous les gens qui prétendaient se positionner sur ce créneau, il les avait forcés à se déclarer pour une sortie de l'Union européenne de façon totalement non ambiguë. Mhm. Ouais, ça devenait vraiment très très dangereux pour le pouvoir. Ben, bien sûr, ça ne veut Ouais. pas dire que ce rassemblement aurait pu même seulement figurer au second tour, j'en sais rien, on peut toujours rêver, mais en tout cas, c'était mettre en place
un pôle sorti de l'Union européenne, incontournable, visible et, et possédant un nombre d'adhérents, puisqu'à l'époque, l'UPR avait 30-35 000 adhérents, je ne sais pas. Enfin, l'UPR était l'un des partis les plus gros de la scène politique française et probablement celui qui avait le plus d'adhérents réels, c'est-à-dire d'adhérents payants. Mhm. Et payants de leur poche, je veux dire, parce que un parti comme l'UMP s'est bondé de gens qui sont adhérents avec l'argent de leur entreprise, ça fait partie Mhm. de la Pour moins, feuille de paye du cadre pour moins payer d'impôts. par exemple. Oui. Ouais, ouais. Mais il en va de même pour les adhérents UPR qui payent des impôts. Hein. Oui, 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 bien sûr. C'est pas les mêmes sommes. Voilà, absolument. Bon, bah écoutez, Yves, super. Vous voulez peut-être faire une conclusion? Oh, bah, ma conclusion, c'est les 2 derniers points que je viens de dire. Hein. Mhm. Mon constat désolé que, bah, soyons durs, allez, les Français sont pas à la hauteur. Voilà. Ah, ouais, ils n'ont pas les informations non plus, hein. Mm. C'est vrai, c'est vrai, mais les informations, on peut les trouver. Ben oui, ben oui. Mais oui, c'est plus facile d'appuyer sur un bouton et de se brancher sur sa télévision que d'aller fouiller sur Internet, Voilà, c'est clair. Mm. En tout voilà. cas, moi, pour ma part, ben déjà, je vous remercie vraiment parce que je trouve que c'est courageux. Et puis, c'était passionnant parce que c'était précis, clair, précis. Donc, merci Yves. Et moi, je sais que je suis content de savoir que Asselineau sera toujours là pour la prochaine élection parce que pour moi, c'est quand même Ah, attendez, c'est le pas grain de joué sable. encore. Hein. Le grain de Ça n'est pas sable. joué encore. Je vous dis, Ça va se je faire. crois, voilà. Mais c'est quand même en bonne voie, je pense. On a besoin du grain de sable, hein. Oui. Ah oui, oui, oui. Ça, Et le grain de sable, tout est fait dans toutes les civilisations pour l'éliminer, hein, de toute façon. oui, Donc oui, là, on a bien la preuve que cet homme dérange. oui, Ouais. absolument. Absolument. Écoutez, je vais mettre fin à l'émission, mais on Oui. raccroche pas, on se dit au revoir, Voilà, et hein. merci de m'avoir écouté. Je suis content d'avoir pu faire passer à vos auditeurs ce que je crois être la réalité de l'opération et tout au moins, en tout cas, donner les éléments factuels euh, qui permettent à chacun, en réfléchissant courageusement, d'avoir une idée plus raisonnable de la situation et de pouvoir faire face aux insanités qui ne manqueront pas d'être déversées sur Asselineau si jamais il pouvait être candidat, Mhm, effectivement, avec mhm. les 500 parrainages. Voilà. Bah, merci Merci Jean-Christophe et pour cette pierre apportée à l'édifice Asselineau. Voilà. Donc moi bonne journée et je bonne tenais journée à tous absolument vos auditeurs. ouais, je tenais absolument à entendre un avis positif parce que voilà. Merci Yves. Donc j'arrête l'émission et puis on se fait un tout petit coucou pour se dire au revoir, d'accord?